pas lancé le webinaire. Alors, ce que je disais, c'est que, comme je l'ai dit en privé avant à Joseph, malheureusement, je suis un peu malade, donc je vais pas mettre ma caméra. Je vais essayer quand même d'animer au mieux ce webinaire. De toute façon, on va beaucoup plus laisser la parole à Joseph qui va nous présenter Goodvest aujourd'hui. Si vous avez des questions, on va consacrer une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Possible qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions dans le délai de 10 minutes. À ce moment-là, je vous invite à venir sur la chaîne YouTube. La vidéo sera postée sur la chaîne YouTube et à poser vos questions en commentaire. On y répondra, moi ou Joseph, si c'est des questions qui concernent plus particulièrement Goodvest. Voilà. Alors, Joseph, un grand merci d'être venu participer à ce webinaire. Alors, je vais commencer par te poser quelques questions pour mieux comprendre qui tu es, ce que tu fais, etc. Et après, on te laissera présenter Goodvest, qui est un projet qui s'inscrit tout à fait dans ce que Scout en Bourse cherche à promouvoir auprès des investisseurs, c'est-à-dire l'investissement socialement responsable. Alors, déjà, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la finance responsable ou à l'investissement socialement responsable et ensuite à créer Goodvest? Est-ce qu'il y a eu un phénomène déclencheur ou est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis des années et des années? Alors, la gestion de portefeuille, ça m'intéresse depuis mes 18 ans. Donc, j'ai eu plusieurs expériences, notamment chez Amundi Pioneer. Et du coup, la finance verte m'intéressait également. Et la finance verte, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. Ça représente en France plus de 1800 milliards sous gestion. Mais c'est quelque chose qui est peu accessible. Aujourd'hui, il y a uniquement 5% des épargnants qui ont connaissance que l'investissement responsable, ça existe. Et voilà, je m'en suis rendu compte, en fait, j'ai eu ce déclic qui m'a donné l'idée de Goodvest lors d'un événement familial lié à ma mère qui a eu l'occasion de placer un petit peu d'épargne. On a fait le tour des banques, on en a fait 2 ou 3. Et à chaque fois, il y avait dans leur proposition de construction de portefeuille aucun fonds d'investissement responsable, labellisé ISR ou autre. Et donc là, j'étais à ce moment-là en train de finir mes études à HEC Entrepreneur. Et je me suis dit, bon, bah, il y a une opportunité. On a fait quelques pivots et on a fait l'accélérateur d'idées Launchpad. Et on s'est lancé dans le Goodvest, du coup, pour démocratiser l'investissement responsable et le rendre plus accessible aux épargnants. Ok, effectivement, comme tu le dis très justement, et c'est ce que tu as dû constater au niveau de tes expériences professionnelles, c'est-à-dire que l'investissement socialement responsable, l'ESG, l'acronyme anglais c'est l'ESG, on en parle beaucoup en fait au niveau B2B, dans les banques, dans les sociétés de gestion. Il y a beaucoup d'ETF aussi qui sont orientés dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'au niveau des particuliers, au niveau des investisseurs particuliers, bah, c'est très difficile. C'est très difficile et donc c'est, je pense, une super initiative ce que tu fais. Alors, bon, là, tu vois, moi, je suis un petit peu plus âgé que toi. Je suis pas non plus encore une vieille croûte, heureusement. Mais si je me fie euh, aux études et aux sondages, la nouvelle génération d'entrepreneurs et de jeunes actifs dont tu fais partie sont a priori beaucoup plus engagés dans l'investissement socialement responsable que les autres générations. Est-ce que tu as fait ce même constat dans ton entourage parce que tu es certainement plus en contact avec des personnes de ton âge que moi? Alors oui, tout à fait. Bon, surtout que j'ai fait le master HEC Entrepreneur, donc il y a plusieurs startups qui se sont lancées suite au master, et elles ont quasiment toutes un objectif environnemental ou bien social, ou en tout cas elles ont toujours un lien avec ces deux points-là. Je prends un exemple, il y a la startup Vesto qui était lancée par deux camarades qui veulent permettre de reconditionner le matériel de cuisine des restaurants, donc un peu un back market de la restauration. Et voilà, donc il y a plein d'autres exemples de startups. Et quand on regarde les startups qui se lancent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont vocation à avoir un impact environnemental ou social. Ok, super, effectivement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a même aussi des initiatives ici. Alors, c'est vrai que l'investissement socialement responsable, c'est quelque chose de très large.
Ça, faut pas que les gens le comprennent. Et c'est ce que j'ai aimé en fait dans l'application que tu as mis en place, parce que j'ai eu la chance de me préinscrire et il y avait un questionnaire, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, pour savoir ce qui nous intéresse le plus. C'est très très large, l'investissement socialement responsable. Ça va du droit des femmes au travail, ça va sur l'écologie, ça va sur la transition énergétique, il y a beaucoup de domaines, c'est très très vaste. Et effectivement, parfois on peut s'y perdre en fait. Et a priori, Goodvest, ça permet de simplifier beaucoup les choses. Mais ça, voilà, on verra juste après. Je pose juste une autre question. Donc, encore par rapport à ton âge, désolé, mais on voit sur ton CV que tu as été toujours très proactif, très entrepreneur. Déjà, ça, je pense que c'est un truc on a la fibre ou on l'a pas, la fibre de l'entrepreneur. Toi, d'après ce que j'ai pu voir sur ton CV, tu l'as. Et c'est donc pas une surprise, je pense, que tu sois cofondateur d'un projet comme ça. Cependant, certains investisseurs plus âgés, plus seniors, parce que je pense que ton offre s'adresse à tout le monde, peuvent être inquiets par ton jeune âge pour être à la tête d'un tel projet, d'une telle ampleur, ce projet, parce que je pense que tu tiens vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que du coup, tu es backupé par un incubateur de start-up, comme peut y avoir d'ailleurs dans les grandes écoles de commerce que tu as faites, ou par des advisors seniors? Alors bien sûr, je comprends que le jeune âge, ça peut poser des questions. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment entouré d'une équipe d'advisors qui vont du domaine de l'investissement responsable au domaine de société de gestion, et également au domaine des startups. Et en fait, l'idée de Goodvest, elle est née dans l'accélérateur d'idées, le Launchpad, qui est un accélérateur d'idées qui a un lien en fait entre HEC et l'école 42. Et pour rassurer les investisseurs, on est en partenariat avec un assureur. Je ne peux pas encore parler de son nom pour le moment parce que c'est encore une information privée. Mais en fait, l'argent des épargnants n'est jamais entre nos mains, n'est jamais sur nos comptes bancaires. Il passe directement des épargnants à l'assureur et nous, avec des sociétés de gestion, on le place de manière responsable. Donc, il n'y a aucune inquiétude. On est en cours d'immatriculation auprès de l'ORIAS en tant que conseiller d'investissement financier et courtier en assurance. C'est des professions qui sont réglementées. Donc voilà. Tout à fait. Donc, les choses sont faites de façon encadrée, légale, parce que c'est important de le préciser. Et vous êtes backé par quelque chose, par des entreprises solides. Bah, écoute, c'est super. Franchement, moi, voilà, j'avais que ces quelques questions. On aura peut-être des questions qui viendront à la fin du webinaire et comme je disais, on y répondra. Moi, je vais te laisser faire la présentation de Goodvest et puis je me mute. Je te laisse la parole maintenant. Bien sûr. Bon, alors, je vais commencer par parler d'investissement responsable et après, je vais vous parler de Goodvest. Donc, je vais commencer par l'ESG, par ses labels, par sa performance et ses stratégies d'investissement. Et ensuite, donc, je vais parler de l'approche thématique qu'on a chez Goodvest. Alors, donc le sigle ESG, ça signifie environnement, social et gouvernance. Je pense que vous êtes peut-être familier déjà avec. Donc, c'est une stratégie d'investissement extra-financière et elle ne se base pas uniquement sur des critères financiers, mais donc sur ces critères ESG. Donc, d'abord, il y a le critère environnemental. Ça mesure l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc, ça prend en compte ses émissions à gaz à effet de serre, la gestion de ses déchets, sa consommation électrique et tout ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, on va avoir les critères sociaux qui mesurent l'impact de l'entreprise vis-à-vis des différentes parties prenantes. Donc, c'est ses employés, ses clients, ses fournisseurs. Et là, on va s'intéresser à des domaines comme par exemple les droits de l'homme ou bien la diversité et l'égalité des genres. Et enfin, on a les critères de gouvernance qui concernent la gestion de l'entreprise avec par exemple des questions de rémunération des dirigeants et des employés ou bien la lutte contre la corruption. Et donc, l'objectif de l'ESG, c'est bien de concilier performance économique avec impact social en finançant des entreprises et des entités qui contribuent au développement durable et de favoriser ainsi une économie plus responsable. Ouais, alors là, tu soulèves un point important que je ne cesse de rappeler. Effectivement, on cherche quand même des placements rentables, profitables. C'est pas parce qu'on investit de façon socialement responsable que ça va rapporter moins. D'ailleurs, souvent, ça rapporte même parfois plus en fonction des contextes. Donc oui, ça, c'est un point important de le préciser parce qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, je vais investir pour la bonne cause, mais ça va rien me rapporter, voire ça va ou me rapporter très peu. Donc ça, c'est un préjugé auquel
sur lequel on essaie de travailler et de faire comprendre aux gens que ouais, c'est profitable. D'ailleurs, je vais apporter des réponses là-dessus. Déjà, je vais commencer par un exemple pour qu'on comprenne bien la notation ESG. Je vais prendre l'exemple d'Apple qui a été noté par Sustainalytics, donc qui est une des références de la notation ESG. Alors, l'ESG, en fait, il faut comprendre que c'est un risque. On parle de risque ESG. Il y a un risque environnemental, il y a un risque social et il y a un risque de gouvernance. Donc ici, pour Sustainalytics, plus le risque est faible, plus l'entreprise est performante sur le domaine. Donc là, Apple est performante sur le point environnemental avec une note de risque de 0,6, mais sur le plan social et sur le plan de gouvernance, c'est plus compliqué, on le voit, avec 13 en social et 10 en gouvernance. Donc le risque social, ça peut s'expliquer par exemple par les conditions de travail des fournisseurs. On sait qu'Apple a été critiqué pour ça. Et donc, quand on additionne ces 3 critères, on a la note globale qui est de 24 pour Apple et donc qui est moyen. Et il y a un deuxième point important là, pour le cas de Sustainalytics, qui est le niveau de controverse. Donc le niveau de controverse, ça identifie les entreprises qui sont impliquées dans des incidents et des événements qui pourraient avoir un impact négatif sur les parties prenantes, sur l'environnement ou sur les opérations de l'entreprise, donc la gouvernance. Et là, encore une fois, ils obtiennent un score de 3 qui est significatif, donc il y a un niveau de controverse important chez Apple. Donc voilà, c'était pour que vous compreniez bien comment on note les entreprises. Ensuite, je vais parler des chiffres de l'ESG. Où est-ce que l'ESG en est? Alors, il faut bien comprendre que l'ESG, c'est plus une niche. En particulier depuis le Covid, tous les experts de l'investissement aujourd'hui commencent à s'accorder à dire que c'est une nouvelle norme. Je prends un exemple, il y a l'interview de Stéphane Soumier qui a interviewé Sébastien Lalvé, le directeur général de la financière Arbevel, qui a déclaré « Aujourd'hui, vous montez un fonds, la seule question que vont vous poser les investisseurs, c'est est-il ESG, oui ou non ?» Et donc, les chiffres le montrent, évidemment. En France, la gestion ESG, ça représente 1800 milliards d'euros sous gestion. Et tous les acteurs s'y mettent, que ce soit le géant de la gestion d'actifs européen qui est français Amundi, ou bien l'américain BlackRock, la société de gestion BNP Paribas, ou encore Lyxor, qui a une approche innovante avec toute une gamme d'ETF, dont certains qui suivent les objectifs de réchauffement climatique, donc de ne pas dépasser les 1,5 degrés, qui sont liés aux accords de Paris. Mais il reste du chemin. Et selon une étude de l'organisation ShareAction, il y a encore 38 des 75 principales sociétés de gestion qui négligent les dommages écologiques et sociaux des investissements. Et enfin, on l'a vu en début de webinaire, il n'y a que 5% des épargnants qui ont connaissance de l'existence de l'investissement responsable. Donc, c'est encore quelque chose qui est réservé aux institutionnels. Et malgré ça, il y a des labels qui ont été mis en place, qui sont soutenus par l'État. On a le label ISR, qui a été créé en 2016, qui est soutenu par le ministère des Finances. Même si celui-ci progresse, il a enregistré une progression de 31% en 2019, avec une collecte de 33 milliards d'euros, et représente aujourd'hui 30% du total de la gestion ESG en France. On a également le label Greenfin, qui va un peu plus loin, avec des critères un peu plus contraignants, et qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. En Europe, il y a d'autres labels. Il y a le label LuxFlag au Luxembourg, FNG Siegel pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, et encore le Nordic Swan Ecolabel pour les pays du Nord. Donc ensuite, pour construire un fonds labellisé, donc les sociétés de gestion s'appuient sur des agences de notation extra-financières. Il en existe plusieurs qui sont à différents endroits dans le monde, à la fois en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Et ces agences-là, elles s'appuient sur les rapports RSE des entreprises qui sont souvent obligatoires pour les entreprises cotées. Elles ont également des interactions avec elles pour les aider à améliorer leur profil ESG. Et donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Sustainalytics, qui a d'ailleurs été racheté par Morningstar. Et donc, voilà, on arrive à la slide concernant la performance que tu évoquais tout à l'heure. Donc, on a beaucoup d'idées reçues sur la performance de l'ESG. On nous pose souvent des questions, est-ce que c'est plus risqué? Est-ce que ça performe moins? Est-ce qu'il ne faut pas mieux privilégier les fonds historiques qui ne sont pas ESG? Et voilà, toutes ces questions, elles sont légitimes, parce que même si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'investissement ESG, ça devient vraiment la norme, ça reste une nouveauté pour les épargnants, et à toute nouveauté, il y a ces interrogations. Et là, je vais être très clair, non, l'investissement ESG n'est pas moins performant et il n'est pas non plus risqué. Il y a une étude de Harvard qui a regroupé plus de 200 études sur le sujet, et 90% d'entre elles montrent que l'investissement ESG surperforme.
Il y a même de nombreuses études qui montrent qu'il réduit la volatilité et donc le risque. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut tout de suite retirer cette idée reçue. Et ça s'explique de différentes manières que les investissements ESG surperforment. D'abord, il y a les consommateurs et les entreprises qui vont faire plus attention à leurs fournisseurs. Et ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'investissement ESG, l'ESG, c'est un risque. Et donc, une entreprise qui fait moins attention à sa gouvernance, qui peut être liée à des questions de blanchiment d'argent, comme certaines banques l'ont été récemment, elle s'expose à des risques et ça a des conséquences sur sa performance, puisqu'il y a des sanctions tout simplement qui viennent ensuite, une fois qu'on est peu performant sur ces questions-là. Ensuite, je vais vous parler des différentes stratégies d'investissement ESG. Donc, c'est bien de vouloir construire un fonds ESG, mais quand est-ce qu'on va le construire? La stratégie la plus répandue, c'est la sélection positive, donc best in class ou best in universe, qui va sélectionner les entreprises les plus responsables sur le plan ESG ou sur un des critères. Ensuite, il y a la stratégie d'exclusion. Là, au contraire, on va aller chercher à exclure les entreprises les moins responsables ou les secteurs les moins responsables. Enfin, plus engagé, il y a l'activisme. En tant qu'actionnaire, on peut exercer un vote et on peut voter pour les décisions d'une entreprise. Par exemple, en mai 2020, on a 11 actionnaires de Total qui se sont réunis et qui ont présenté une résolution en faveur du climat. Alors, malheureusement, elle n'a pas été adoptée parce qu'il y a uniquement 16,8% des actionnaires qui ont voté pour, mais un actionnaire peut peser. Et puis, même si cette décision n'a pas été adoptée, elle encourage l'entreprise à se poser sur ces questions-là. Et enfin, on a le dialogue qui est exercé par les sociétés de gestion et par les agences de notation qui vont interagir avec les entreprises pour les aider à s'améliorer sur ces plans-là et donc à améliorer leurs notes. Voilà pour l'ESG. J'ai essayé d'être rapide et de présenter un maximum de choses. Et maintenant, je vais vous parler plus de Goodvest. Et si vous avez des questions, j'y répondrai après. Donc, la mission de Goodvest, comme je vous le disais en début de webinaire, c'est rendre l'épargne et l'investissement responsable plus accessibles aux épargnants pour leur permettre de construire un avenir meilleur à la fois pour eux en leur dégageant un rendement financier et pour le monde également. Et donc, pour ça, on propose plusieurs thèmes. On laisse l'épargnant, on prend en compte ses objectifs d'investisseur et on prend également en compte ses valeurs. Donc, on lui propose la lutte contre le réchauffement climatique, l'égalité des genres, la santé, les pays émergents, les nouvelles énergies et l'accès à l'eau. Et on ne veut pas s'arrêter là. Pour rendre l'investissement responsable plus accessible, on veut le rendre plus simple également. Donc, avec une application mobile ou bien sur le web, avec l'ouverture d'un compte rapide et avec un minimum d'investissement qui est accessible dès 500 €. C'est l'objectif qu'on se fixe. Parce que 80% des millennials veulent investir de manière responsable et ils n'ont pas forcément des dizaines de milliers à investir dès le début. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, tu parles des milléniums. Donc, justement, les milléniums, c'est ta génération, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une génération qui arrive, on va dire, dans la vie active et qui vont, a priori, aussi récupérer des héritages. Et on estime qu'il y a, je crois que c'est 30 000 milliards de transferts de valeurs qui vont passer de la génération précédente au millénium. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que cette génération qui s'intéresse énormément aux problématiques environnementales, sociales, etc., vont investir plus dans ce domaine-là. Alors, effectivement, la génération millennials, aujourd'hui, elle a encore une petite part de la gestion d'actifs totale, mais effectivement, cette part va augmenter. Et donc, pour revenir au point dont on parlait tout à l'heure de la sécurité, c'est une de nos valeurs clés. Et puis, il y a également la transparence et la flexibilité. Donc, c'est pour ça qu'on est en partenariat avec un assureur pour proposer de l'assurance vie, qui est une enveloppe d'investissement qui apporte de la sécurité et puis qui apporte des avantages fiscaux. Et on travaille uniquement avec des sociétés de gestion renommées qui sont pionnières sur la question ESG. Pour donner plus de détails sur les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, on travaille entre autres avec la société de gestion Lixor, et pas uniquement parce qu'on est indépendant et on agit d'intérêt de nos épargnants et donc on ne pourrait pas proposer un seul fournisseur. Mais Lixor a vraiment développé une gamme d'ETF ESG.
Donc, pour vous expliquer ce que c'est que les ETF, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, c'est de la gestion passive qui va donc reproduire des indices, parfois en appliquant des filtres. Et donc, ça a un intérêt important, c'est que c'est de la gestion à bas coût et qui n'est pas pour autant moins performante parce que la gestion passive surperforme la gestion active dans la majorité des cas quand on regarde une période de moyen ou de long terme. Et donc, pour vous donner un exemple des fonds qu'on a, on a l'ETF réchauffement climatique qui va sélectionner uniquement des entreprises dont l'empreinte carbone est en accord avec les objectifs de Paris, donc de ne pas dépasser les 1,5 degrés. C'est vraiment une approche innovante. Et on a d'autres ETF comme l'accès à l'eau, l'égalité des genres, qui sélectionnent les 150 entreprises les plus responsables sur une dizaine de critères établis par Equilib, spécialiste du domaine de l'égalité des genres. Et on a également des fonds sur les nouvelles énergies, sur les obligations vertes qui financent des projets à impact environnemental. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on en est. On est en phase de pré-lancement. On a déjà réuni plus de 500 préinscriptions. Ces préinscriptions, elles sont essentielles pour nous. On en a besoin pour convaincre des investisseurs et pour avancer plus vite avec nos différents partenaires. Donc elles sont sans engagement et gratuites et on plante un arbre pour chaque préinscription. Donc je vous invite, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, à aller vous préinscrire sur notre site goodvest.fr. Encore une fois, c'est sans engagement et ça vous donnera uniquement accès à des avantages et à un lancement anticipé si vous le souhaitez. Et on est également présent sur les réseaux sociaux. Ok, super. Bah, effectivement, moi, je suis déjà préinscrit. Je vous invite à vous préinscrire. Alors, moi, j'ai une question à propos de Goodvest. C'est que, bon, donc, j'ai bien compris, on pourra investir à partir de 500 €. Donc, ça reste accessible même aux plus petits épargnants, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y a un système, parce que ce qui est intéressant parfois quand on investit aussi, que ce soit en bourse ou sur des ETF ou ce genre de choses, c'est d'investir de façon échelonnée. Donc, est-ce que je peux par exemple investir 500 € et après automatiquement mettre ma carte et qu'il y a un prélèvement, je ne sais pas, de 50 € par mois ou 100 € par mois ou ce genre de choses pour investir tous les mois, quoi. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande vraiment de faire parce que c'est important de lisser son investissement dans le temps. Quand on investit, forcément, on s'expose à de la volatilité. Alors, plus ou moins selon son profil de risque. Hein. Si vous avez une forte aversion au risque, vous allez avoir des rendements un petit peu plus faibles, mais vous aurez moins de risque de perte. Et le contraire, si vous souhaitez avoir un rendement plus important et que vous avez des objectifs de rendement plus élevés. Et donc, dans les deux cas, c'est bien de mettre en place un prélèvement mensuel programmé qui est disponible chez Goodvest. Ça vous permet de lisser l'investissement et donc de moins vous exposer aux aléas du marché. C'est vraiment une des meilleures manières de construire. C'est vrai que ça, moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais manuellement tous les mois. C'est compliqué, ça prend du temps. Si effectivement je peux l'automatiser, ça me permettrait de gagner beaucoup de temps. Donc, en gros, si je résume, Goodvest, c'est une application. On choisit la thématique pour laquelle on se sent le plus concerné. Parce que moi, c'est souvent ce que je dis. Voilà, moi, ce que je dis quand il y a des gens qui parlent d'investissement socialement responsable, il y a des gens qui sont plus sensibles à l'écologie, d'autres moins, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce point-là qu'on peut améliorer dans le monde en faisant de bons investissements. Il y a tout un panel d'engagement, j'ai envie de dire, ou de choses qu'il faut améliorer dans le monde, et chacun peut choisir ce qui l'intéresse le plus. Donc là, ici, c'est facile, on choisit cette thématique, on choisit son risque aussi, du coup, on peut choisir son risque. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose plusieurs questions à l'épargnant, c'est une obligation légale pour pouvoir lui faire une proposition de risque. Ensuite, si ça ne lui convient pas, il peut l'adapter. Et voilà. Et pour revenir sur les différents thèmes, on peut en choisir un seul, mais on peut même en choisir plusieurs. Et c'est même recommandé parce que ça ajoute de la diversification. Et d'ailleurs, si vous choisissez que le thème de la santé, d'ailleurs, on va vous demander d'en sélectionner au moins un autre pour garantir de la diversification dans le portefeuille. Ok, super. Non, bah super. Alors, j'ai quelqu'un qui me posait une question sur le chat, Gilles, qui me demande est-ce que 30 000 milliards, c'est en France ou dans le monde? Je crois que c'est dans le monde quand même. Hein. Je pense que c'est dans le monde. Sinon, alors, ça dépend si c'est par an ou si c'est un montant total qui devrait transiter dans une durée limitée. 30 000 milliards, c'est important.
Ouais, c'est un montant, d'après ce que mais je pense il y a un article hein, sur le site, sur le blog de Scoot en Bourse qui parle de ce transfert de richesse intergénérationnelle. Je crois que c'est sur la France et que c'est d'ici 2030, sur les 10 prochaines années. C'est possible d'ici 2030. Voilà, bah, s'il y a des questions, je vous laisse 5 minutes pour y répondre. Alors malheureusement, j'ai eu un petit bug. On a réussi à streamer sur Facebook, sur YouTube, mais je ne sais pas pourquoi sur Facebook ça n'a pas fonctionné. Donc c'est malheureux parce que je sais qu'il y avait pas mal de gens qui attendaient sur Facebook. J'ai eu pas mal de messages. Quoi qu'il en soit, le webinaire a été intégralement enregistré. Il sera publié ce soir sur YouTube, que je partagerai également sur la page Facebook, donc vous pourrez regarder le live à tête reposée. Et si vous avez des questions, si vous aviez des questions que vous auriez voulu poser en live, malheureusement, ça n'a pas été possible, en tout cas sur Facebook. Donc, à ce moment-là, laissez des commentaires, interagissez. Je me chargerai de répondre. Et s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je solliciterai Joseph pour venir y répondre. Voilà. Il n'y a visiblement pas de questions. En tout cas, un grand merci encore, Joseph, d'être venu nous présenter Goodvest. Je te souhaite beaucoup de succès. N'oubliez pas de vous inscrire sur Goodvest. Accessoirement, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Scoot en Bourse, vous pouvez aussi le faire. Et j'ai ouvert une file de discussion justement sur Goodvest sur le forum. Donc, vous pouvez aussi venir poser vos questions ou interagir sur le forum. Un grand merci. Je te souhaite plein de succès. C'est vraiment un super projet. Et je vais suivre ça de très près et tu peux compter sur moi. Je serai parmi les premiers à mettre, peut-être pas des millions, je ne suis pas riche, mais au moins peut-être quelques centaines d'euros. On verra. Voilà. Je te remercie vraiment beaucoup et à très bientôt. Et si tu as un autre sujet dans l'avenir à venir nous présenter ou une nouveauté sur Goodvest ou peut-être d'ailleurs, ça sera lancé quand normalement? Il y a une date de lancement qui est prévue? Alors, ce sera pour début 2021. Voilà, on est en train de finaliser tout le partenariat avec l'assureur et la fin du développement de l'application. Donc, ce sera pour début 2021, mais les préinscriptions sont déjà ouvertes. Ok. Alors moi, j'ai une autre question qui me vient là. Je suis désolé, juste un truc parce que là, on a beaucoup parlé de Goodvest, de ESG, pardon, et beaucoup de Goodvest aussi, bien sûr, parce que ça va ensemble. Mais est-ce qu'il y a, parce qu'il y a deux choses en fait. Il y a l'investissement ESG qui est en fait, comme tu l'as très 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 bien expliqué, un investissement traditionnel en bourse sur lequel on rajoute des critères extra-financiers pour filtrer un certain risque social, environnemental. Donc, en fait, c'est un filtre, en fait, en gros, si on veut, le ESG, c'est un filtre supplémentaire dans les décisions d'investissement. Mais à côté de ça, alors c'est encore plus difficile à trouver pour les particuliers, c'est vraiment l'investissement impact, c'est vraiment des impact funds. Donc moi, personnellement, j'ai investi quelques centaines d'euros dans un impact fund. J'ai eu énormément de difficultés à le trouver. C'est quelque chose en Belgique qui finance en fait des micro-entreprises, l'agriculture dans des pays en voie de développement et ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être rajouté à terme sur Goodvest ou... Bien sûr, bien sûr. Là aujourd'hui, on commence avec des ETF principalement pour le lancement. Et ensuite, on aimerait, on va diversifier, on va proposer plus de fonds, on va proposer plus d'enveloppes d'investissement avec par exemple un compte titre ou bien un PEA. Mais voilà, pour le lancement, on démarre avec les ETF qui ont déjà beaucoup d'impact. D'ailleurs, sur l'application, on pourra retrouver l'empreinte carbone des différents fonds, ainsi qu'un flux d'actualités qui concerne les entreprises et les différents projets qu'on finance. Et bien sûr, voilà, je serais d'ailleurs ravi d'en parler avec toi plus tard sur le fonds que tu utilises, qui est belge. Exactement, exactement. Bah, écoute, on pourra en parler à l'occasion. Je te dirai ce qu'il en est. Encore un grand merci. Bonne soirée à tous. Je vous mets la rediffusion sur YouTube dans quelques instants. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.